Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Pardon, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis retrouvé suite à cet échange suite à cette conversation avec ma grande sœur que vous connaissez très bien. Je me suis retrouvé patienté devant sa maison. Elle devait sortir, on devait s'exprimer, du moins elle devait soit sortir, soit m'inviter à entrer pour qu'on s'exprime, pour qu'on se parle sur quelque chose, sur un point pour lequel j'ai attiré son attention. Il s'est suivi de ma dénonciation de samedi, il s'est suivi dans les réseaux sociaux une campagne, mais alors une véritable campagne de noircissement et de décrédibilisation de ma parole. C'est-à-dire, je suis le grand méchant loup, si je peux dire comme ça, d'après cette campagne. La campagne avait pour but simplement de ramener le sujet dans un autre contexte. C'est-à-dire, je veux parler d'une dénonciation des abus que j'ai sévis et interpeller tous les responsables de cet abus-là. Mais on a trouvé plus approprié de me qualifier dans les réseaux sociaux de fou, d'escroc, de bandit, de ci, de ça, de tout, c'est-à-dire de tout ce qui peut être moche, que vous avez bien lu. Alors, comment en sommes-nous arrivés là? Ce direct, pour moi, c'est déjà pour me présenter. C'est déjà pour me présenter, donner l'historique et parler de tout ce qui a trait à ce que j'ai vécu et qui a trait à la campagne de décrédibilisation de ma personne dans les réseaux sociaux. Par tous ces leaders comment je vais dire, je sais pas si je vais dire du sabotage ou bien de la dénonciation, je sais pas. Par tous ces leaders qui s'expriment via les réseaux sociaux et qui ont cette chance d'avoir toute une masse qui les écoute. Donc, moi je suis José Fabrice Abonné, c'est bien mon nom. Je ne m'appelle pas Koa. Mon nom c'est Fabrice Abonné. Je suis père de 2 enfants, je suis entrepreneur. Avant ça, je suis d'abord diplômé d'école de commerce en marketing, stratégie opérationnelle. J'ai eu à travailler ici et là, en particulier pour Eneo, qui est mon dernier employeur. J'ai travaillé avec Eneo pendant 5 années, où j'ai eu une expérience, pour moi, vraiment positive. Une expérience positive comparée à celle qu'on peut se faire d'Eneo quand on est en externe. Il y a des challenges, c'est une société qui a beaucoup de challenges, qui a ses réalités, ses hauts et ses bas comme d'autres, mais j'ai surtout été marqué par de grands esprits que j'ai rencontrés là-bas, des personnes vraiment intelligentes, des personnes vraiment douées, des personnes vraiment, si je peux dire, des génies. J'en ai connu pas mal et j'ai beaucoup apprécié. Après mon passage chez Neo, j'ai décidé d'arrêter pour des raisons personnelles. Je garde ça pour moi. Ce n'est pas relatif à un problème avec la société. Non, au contraire. J'en profite même pour pour faire un coucou à la société, à mes anciens collègues, à mes frères des Neo qui sont toujours mes frères et qui le seront toujours. Je leur transmets beaucoup de force de continuer de se battre pour améliorer la qualité du service électrique au Cameroun et peut-être de faire mieux plus tard. Voilà, moi je suis parti de là. Il fallait que je me réaliser dans ma passion qui est l'entrepreneuriat. Je me suis donc lancé, pas lancé parce que ce n'était pas ma première expérience dans l'entrepreneuriat, mais je me suis totalement, désolé, ça va revenir, parlant de Néo, je me suis totalement patient, permettez un peu que ça revienne bien. Je sais que vous me voyez quand même, mais vous me verrez mieux. Voilà. Je me suis totalement consacré à ma passion, c'est-à-dire je me suis dégagé de toute autre activité pour ne faire que ce que j'aime et ce en quoi je crois, ce qui me permet de me réaliser dans l'entrepreneuriat. J'ai parmi plein de petites activités que je menais, je me suis lancé dans la restauration lounge. J'ai ouvert un lounge à Yaoundé qui a très bien marché. C'est un peu déjà avec cette expérience que vous m'avez vu pour la première fois sur les réseaux sociaux. Je pense que là, c'est la 3e fois. Pour la première fois que vous me voyez sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe? À l'époque, quand je lance mon launch, c'est pas loin du domicile de ma sœur. C'est dans le même quartier, non loin de là. Et plusieurs fois, je lui ai dit, écoute, tiens, voilà, moi, je suis en train de faire un truc ici à côté, je suis en train de faire un truc ici à côté. Je lui ai dit à plusieurs reprises, mais bon, j'ai l'impression qu'elle n'avait pas vraiment capté. Parce qu'un jour, elle voulait me voir pour parler et elle était en train de rouler, me demander où je suis, si je suis dans les environs. Je lui ai dit, oui, je suis à mon chantier. Elle s'est arrêtée au chantier et
Elle était étonnée de savoir c'est quoi ici, c'est le chantier de qui, c'est quoi, qu'est-ce que tu fais? Je dis, mais c'est mon business dont je te parle depuis que je suis en train d'ouvrir ici. Elle apprécie et elle commence à snapper. Mais avant de snapper, quelques temps avant, elle m'avait d'abord contacté un matin pour me dire, écoute Fabrice, tu es un bosseur, tu es quelqu'un tu es intelligent, tu es quelqu'un de brave et de brillant et de fort. Je souhaiterais vraiment te mettre en avant dans mes pages pour te célébrer, en gros, c'était ça. Moi, j'étais très gêné avec ça. J'ai quand même validé au final. Elle m'a posté, je pense que le post disait, voilà, je vous parle, je ne vous ai presque jamais présenté mon frère, il s'appelle tel, il fait tel, il a telle activité. Et ça m'a ouvert quand même certaines portes. On peut dire dans les médias, mais il y a des personnes qui se sont quand même intéressées à moi et des relations, des expériences, des échanges sont nés de là. Donc, dans la foulée de mon chantier, donc de ce business-là, pendant que je suis en train de l'ouvrir, elle a régulièrement l'habitude de passer, de filmer, de snapper et de partager sur sa page. Sauf que quand elle filme et elle snap, elle fait une communication qui tend à penser que c'est son business. Je pense que ça disait un truc du genre, moi encore il est chantier, je quitte de chantier en chantier, là je suis dans un nouveau chantier et tout. Ça m'a gêné, je le dis sincèrement, ça m'a gêné et je le lui ai dit. Je lui ai dit, bon voilà, ça ne présente pas bien que tu communiques de cette manière-là. Déjà que tu communiques et que tu communiques de cette manière-là, parce que moi je suis en train de faire quelque chose et j'ai des jeunes, je vais encadrer, j'ai un côté, j'ai de la responsabilité ici. Si tu fais des actes qui laissent toujours à croire que voilà, moi je suis en train de travailler sous toi ou bien pour toi, ça me décrédibilise et ça fragilise mon management auprès de mes jeunes collaborateurs. On s'est un tout petit peu pris la tête là-dessus, mais finalement, je pense qu'elle m'a compris. En tout cas, elle a respecté et elle a arrêté de le faire. Les années qui ont suivi, l'activité marchait bien. Ça marchait même très bien. Ça marchait véritablement bien. Ça a eu un écho favorable partout. Et en termes de recettes et de chiffres, comment je vais dire, c'est comme si je partais pour avoir 10 000. C'est comme si moi je cherchais 10 000 francs même la journée et je me suis retrouvé plutôt avec beaucoup plus de 10 000 la journée, vraiment beaucoup. Ce qui fait que j'étais pratiquement tout le temps en train d'agrandir, casser, agrandir, refaire des travaux, agrandir parce qu'il y avait vraiment un problème de place, d'espace et de services annexes. Mes autres activités également parallèles marchaient très bien. À tel point que je ne sais pas si ça arrive aussi à d'autres jeunes entrepreneurs, mais j'ai ressenti une sorte d'ennui. J'ai commencé à me sentir un peu inutile. Je venais, je me rassurais que tout va bien. L'argent était là, l'argent était disponible tout le temps, en journée comme en soirée, etc. Donc il y en avait. J'ai commencé à être préoccupé par cette situation-là que bon, me voici, je me retrouve ici aujourd'hui, du jour au lendemain en train de manipuler des sommes d'argent que je ne manipulais pas il y a quelques temps, que je n'espérais même pas manipuler maintenant, qu'aucun de mes activités, de mes contrats de travail précédents ne m'avait donné. Alors j'ai commencé à me demander qu'est-ce que je fais de ça. Est-ce que je profite, je vis, je voyage, ou bien est-ce que je mets ça dans des projets, vu que moi j'ai plein de projets. J'ai toujours plein de projets. Et donc je prends dans la résolution d'épargner. J'épargne en banque, je rencontre une amie quelques temps après, je rencontre une demoiselle qui est devenue mon amie et qui me parle des tontines. Elle m'a parlé des tontines, elle m'a dit, regarde, quand je regarde ton rythme de vie, la manière dont tu manipules les sous, je pense que tu peux dans une tontine et puis voilà un peu comment ça va se présenter. En tout cas, essaye et tu verras. J'ai essayé, j'ai commencé avec un tout petit montant par jour, mais je crois qu'au bout de la semaine, j'ai fait rajouter encore plusieurs noms parce que je commençais à trouver ça intéressant. Et c'est comme ça qu'on m'a proposé d'autres tontines ici et là. J'ai tourné donc avec les tontines, j'ai privilégié peut-être plus de 60% de mes gains que j'orientais dans les tontines quotidiennes, par jour et par semaine. Et ça fonctionnait très bien. Ça m'a permis de comprendre qu'avec les tontines, tu peux étaler, tu peux faire une planification annuelle, que ce soit pour un projet ou pour quelque chose d'autre. Tu peux te dire, bon, ok, sur l'année, j'ai peut-être la tontine si où je vais bouffer peut-être 18 millions, l'autre où je vais bouffer peut-être 12, l'autre je vais bouffer peut-être 5, etc. J'ai donc étalé mes gains. Et j'ai en même temps été séduite par l'idée c'est-à-dire j'ai vraiment découvert l'environnement du lounge. J'ai été séduite par ça et j'ai décidé d'investir dans ça. C'est vrai que j'ai demandé un peu conseil ici et là, où est-ce que je peux, comment est-ce qu'on pense que je peux investir, est-ce que je peux faire quelque chose à Yaoundé encore et tout. On m'a dit oui, donc pour l'instant, fais encore un petit truc et tout, fais un petit truc, mais mon côté entrepreneurial me demandait plus. Je voulais un défi, je voulais un challenge, quelque chose dans lequel j'allais vraiment me réaliser.
Alors je me suis lancé dans un projet à Douala avec un jeune ami aussi ingénieur qui venait de finir ses études, je pense en Turquie. Il avait tourné quand même dans le monde, il a fini en Turquie, il est revenu au Cameroun. Je me suis dit, bon, je vais faire ça avec lui. Nous sommes jeunes et puis si moi je ne lui donne pas sa chance, je ne sais pas qui va la lui donner. On s'est lancé dans le projet. Il a fait le business plan, le cahier des charges et tout pour faire les travaux, etc., sauf les finitions. Il a dit ce qu'il fallait. J'ai mis l'argent à disposition. On partait sur un délai de 6 mois pour atteindre une certaine étape. Mais sauf que euh, moi étant à Yaoundé, le chantier étant à Douala, l'architecte étant un peu de partout, je lui fais quand même la remarque que, écoute, moi de ma petite expérience, quand tu inities des actions ou bien des travaux comme ça, il faut être sur le terrain. Si tu n'es pas sur le terrain, ça peut aller dans tous les sens. Il avait totalement confiance à son chef chantier et toute l'équipe. Les informations qui revenaient du terrain étaient un peu floues, à tel point que je l'ai invité à aller sur le terrain pour qu'on regarde un peu de nous-mêmes si les choses évoluent normalement. Arrivant, on s'est rendu compte que non, ce n'était pas le cas et que à moins quelques jours de la fin, à moins quelques jours de l'échéance, on n'avait même pas atteint 60% de la réalisation et j'avais déjà dépensé peut-être plus de 110% du budget initial prévu. Je me dis donc bon, ok, moi-même je vais rester sur le terrain et je vais évoluer avec mes travaux. Je me sépare de lui et de toute l'équipe. On ne se prend pas la tête, lui et moi. C'est une expérience malheureuse, certes, mais on a évité de se prendre la tête et de s'embrouiller avec ça. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Moi, je vais me battre, je sais me battre, je vais me battre ici, et puis je vais faire mon truc. Sauf qu'en ce moment-là, je n'ai pas encore d'appartement à Douala. J'ai un appartement à Yaoundé, donc je me retrouve en train de faire beaucoup de navettes. Et quand je suis à Douala, je suis logé. Dans les meublés, dans les hôtels, ça me coûte énormément. Je me retrouve en train de dépenser beaucoup dans ça. Mais sauf que le problème véritable, c'est que, étant à Douala, j'ai laissé mes activités de Yaoundé. J'avais confiance j'avais confiance au personnel qui était en place et tout, à ces jeunes que j'avais vraiment formés et qui ont vraiment grandi avec moi dans ça rapidement. Ils ont appris. Donc, ils avaient tous les codes pour bien gérer l'activité. Étant à Douala du jour au lendemain, je pèse mes mots, je dis bien du jour au lendemain, il y a eu une chute totale dans mes activités. Je me suis retrouvé où mes entrées ont considérablement baissé. Mon chantier était encore en cours et j'avais des instants, j'étais peut-être à ma 4e session de cotisation. Et là, j'étais seulement dans quelques-unes, dont celles avec lesquelles comment je veux dire, celles où il y avait les profils les plus sérieux, des personnes avec qui je le faisais le plus en fait. On était dans quelques cotisations. Mais sauf que cet effondrement de mes finances a été tellement puissant et tellement fort que je me suis retrouvé en train de pratiquement tout perdre. Pratiquement tout perdre, mais j'avais toujours des engagements. J'ai donc fait pause sur mon chantier. J'ai fait pause sur tout. Je me suis séparé de la maison qui ne me servait, de la maison qui était en plus, parce que j'avais un appartement à Yaoundé que j'avais pris pour mon fils et moi. Donc c'était un appartement vraiment de séjour. Je venais de louer un autre à Douala. Je me suis donc séparé des appartements. Et je me suis rangé d'abord pour me concentrer sur le remboursement de tous les engagements que j'avais, c'est-à-dire au niveau des tontines que je n'arrivais plus à tenir, au niveau des loyers, au niveau des employés, au niveau des prestataires, au niveau des partenaires, au niveau de tout, au niveau vraiment de tout, c'est-à-dire tout a capoté, l'économie s'est affaissée. Et dans cette situation-là, j'ai eu la démarche quand même de rassurer ici et là toutes les personnes avec qui j'avais des engagements, vis-à-vis desquels j'avais des engagements. Je leur ai expliqué ma situation, je leur ai dit vraiment, nous sommes ensemble depuis, voilà ce qui m'arrive. Je vais avoir des retards pour payer, je ne suis pas venu pour poser un mauvais acte à quelqu'un, mais ça arrivé, moi-même je n'avais pas pensé à ça. C'est arrivé, mais je suis là, je fais face, j'assume. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas sous couvert quelqu'un, c'est moi seul, j'assume pour tout ce qui est à mon niveau. Derrière ça, quand je me suis expliqué, bon, pas derrière ça, mais quand je me suis expliqué, certains m'ont compris. Ils m'ont dit vraiment, ça arrive. Le plus important dans la vie, ce sont des hommes et tout. Et puis voilà, bon, quand tu vas te ressaisir, tu vas nous retrouver là où tu nous as toujours côtoyés. D'autres m'ont dit, bon, je te comprends, mais vraiment, j'ai aussi ma vie, j'ai mes engagements, donc je te donne un peu de temps. D'autres, par contre, se sont dit, et même, c'est même ceux avec qui je n'avais même pas de problème en réalité, mais qui ont suivi ces échos-là dans d'autres cotisations. Ils se sont dit, bon, voici l'occasion pour nous de salir l'image de cette famille.
Ils ont fait un montage de ma photo avec ma mère et ils ont titré, ils n'ont pas mis mon nom, ils ont mis le nom plutôt de ma soeur, ils ont titré, ils ont mis dans les médias et tout, que voilà, il a escroqué des gens partout, partout, partout. Il s'en est suivi toute une sorte de chasse à l'homme. Je dis chasse à l'homme, mais c'est pas comme si je fuyais parce que j'étais toujours actif. Je disais, ok, si quelqu'un ne croit plus à ma parole et qui me porte plainte, je vais faire face, je vais venir. Et puis voilà, si la conséquence de mes actes, c'est que je ne sais pas, je dois perdre ma chaussure ou perdre quelque chose, je vais simplement assumer et prendre sur moi. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans plusieurs unités de police et de gendarmerie où j'ai pour la plupart été convoqué, entendu et j'ai pu trouver une porte de sortie avec le plaignant. Pour d'autres, je n'ai pas été convoqué parce qu'on est parti du principe que je suis un bandit qui a escroqué les gens et qui se cache et qui fuit, etc. Pourtant, j'étais toujours dans les mêmes points qu'on m'a connu, notamment mon longe à Yaoundé, on connaissait. Bon, on m'a saisi, j'ai eu à faire la cellule, j'ai eu à voir comment mes relations avec des personnes qui m'étaient chères, vraiment des personnes qui m'étaient chères, ont été brisées. Et comment l'animosité, la colère, la déception, c'est-à-dire quelque chose de vraiment choquant. Je m'en suis tellement voulu, j'en ai fait des cauchemars. Je me suis demandé, c'est-à-dire j'avais l'impression de vivre dans le corps de quelqu'un d'autre. Je n'avais pas l'impression d'être dans mon corps, je ne me reconnaissais dans rien de tout ça. Je me dis, mais comment je me retrouve maintenant noirci comme ça? Moi, je n'ai jamais eu un problème, je n'ai jamais eu un scandale, je n'ai même jamais été convoqué dans une unité de police ou de gendarmerie, pourquoi que ce soit. Je dis bien jamais de la vie. Mais je me retrouve dans ça. Quoi qu'il en soit, je vais faire face. Je prie Dieu d'adoucir le cœur des personnes que j'ai blessées et que j'ai choquées. Et je le prie également d'encourager ma démarche et ma bataille pour pouvoir retrouver les sous et donner. J'ai eu l'aide de beaucoup de personnes, du moins de certaines personnes dans mon entourage. Vraiment des personnes qui ont été d'une assistance et d'une importance clé. S'il faut préciser, j'ai eu l'aide de ma grande sœur, j'ai eu l'aide beaucoup plus l'aide de ma mère. J'ai vu à quel point avoir une mère, c'est quelque chose. N'ayant pas de moyens pour venir t'aider à affronter des problèmes financiers d'une telle ampleur, elle a réussi, je ne sais pas, elle a réussi à m'amener à m'aider à en résoudre. Et Dieu merci, aujourd'hui, j'ai pu, par la suite, après avoir amorti un certain niveau d'engagement que je ne tenais plus, je me suis reconcentré sur le relancement de mon activité de Yaoundé. Même quand tout le monde savait déjà que c'est mort, c'est pourri, ça ne va plus, c'est fichu, j'ai fait le relancement. J'ai eu la chance également à cette période d'avoir des jeunes qui avaient beaucoup de potentiel. J'ai pu leur parler, leur amener à comprendre que même si nous sommes comme on est là, on n'a pas une table dorée ou on n'a pas d'ampoule, voici comment on peut faire et au bout d'une semaine, on va voir le résultat. Ils ont cru à moi, on a essayé et le résultat a suivi. La maison a relancé. J'ai été appelé par des personnes qui m'ont refélicité et tout. Et puis voilà, les activités avaient recommencé à prendre et je continuais dans le remboursement de mes engagements que je ne pouvais pas. Pardon, permettez un peu. Donc, j'ai pu recommencer ces 2 dernières années, je précise bien, j'ai pu relancer mon activité. Je veux préciser quand même que avant ces 2 années-là, c'est-à-dire fin 2021, 2023, je n'avais jamais eu un souci. C'est-à-dire, je n'avais jamais eu un souci, je sais pas, je vais dire qui me conduirait dans une unité de police. Je ne sais même pas si j'avais déjà eu un souci particulier, non. Je n'avais jamais eu. Donc, toute la campagne médiatique qui s'est suivie, la deuxième fois que vous me voyez dans les réseaux sociaux, c'est justement lors de cette campagne médiatique négative, sombre, et pour laquelle, en réalité, l'objectif n'est pas moi, l'objectif est ma sœur. L'objectif est d'atteindre son image et tout, etc. On laissait courir la rumeur ici et là que je me fais présenter sous le nom de ma sœur et que je arrivais dans des polices et tout. Je fais le gros dos prétextant que je suis le frère de tel, mais chose que je n'ai jamais faite. Car c'est ridicule. Tu es majeur, tu es vacciné, tu as un problème qui t'engage. Comment est-ce que l'argumentaire de je suis le frère ou je suis la relation de tel devrait te sortir de là? Ça n'a jamais été le cas. J'ai toujours dû tenir mon engagement ou alors m'accorder avec la personne que j'ai mis en tort pour pouvoir évoluer. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je suis à plus des 3/4 de ces problèmes que j'ai résolus. Aujourd'hui, je suis concentré dans le lancement de mon business, de mon chantier que j'avais mis en pause pour finir d'abord avec
tout ce qui était négatif du côté de Yaoundé et relancer une activité. Donc présentement, je suis dans ça. Ça, c'est pour vous expliquer un peu ce qui justifie mon statut dans les médias et dans les bouches de ceux qui veulent me définir de cette manière-là, de quelqu'un de moi, quelqu'un d'escroc, quelqu'un de ceci. C'était par rapport à ces problèmes-là que je suis sur beaucoup rencontres. Beaucoup rencontrent. Peut-être à ce moment, on n'a pas les mêmes forces, les mêmes faiblesses pour pouvoir gérer ça de manière différente. Mais bon, quoi qu'il en soit, le plus important quand on a un problème, pour moi, c'est de faire face. Surtout quand ce n'est pas un problème qu'on a cherché. Donc, pendant que je suis dans cette phase de relancement, je me fais appeler par ma soeur. Je vais chez elle. Déjà, je n'ai pas l'habitude d'être chez mon frère, ma soeur, ma mère et tout. Chacun de nous est grand, chacun de nous vit sa vie. Et moi, particulièrement, je suis quelqu'un qui bosse vraiment beaucoup. Je dors peu. Je bosse énormément. Donc, il m'arrivait même d'avoir des problèmes de trouver le créneau où je vais manger. C'est-à-dire, j'arrive le matin parce qu'il faut commencer à travailler avec les fournisseurs. Après, tu vas recevoir l'équipe, superviser les mises en place. Tu vas faire, tu vas, ça s'enchaînait comme ça. Je ne dormais presque pas. Donc, je n'avais pas le temps de me distraire. Ma soeur dans cette foulée de relancement dont là, ma soeur me fait venir chez elle un soir. Et quand j'arrive, elle nous présente son copain. C'est lui qui prend la parole, il s'exprime et il nous donne toutes les bonnes, je résume, il nous donne toutes les bonnes intentions qu'il a pour ma soeur. Sur le coup, c'est-à-dire il m'a inspiré confiance, respect et admiration. Je me suis permis même de me lever, de lui serrer la main et de lui dire vraiment, s'il faut parler comme on parle au quartier, nous on a eu tout genre de prétendants en termes de beau. On a vu des gars qui étaient super lourds, super riches, super fortunés, super tout. Vraiment, je te le dis dans ma âme, comme tu nous as parlé un peu comme un grand frère, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de voir comment tu encadres notre sœur, comme tu es en train de définir là, comment tu parles d'elle comme une étoile que tu allais décrocher. C'est ça qui nous intéresse, c'est ça qui nous suffit. Et si on peut avoir ce relationnel-là, de savoir que, bon, vu que tu prends l'aîné de la famille, ce qui est notre grande sœur, alors pour nous, automatiquement, c'est qu'on a un grand frère. On sait qu'on a un grand frère, donc s'il y a quoi que ce soit, tu peux nous parler comme des petits frères, et puis voilà. Et lui également, il a répondu pareil. Donc vraiment, le contact était très bien passé. Je suis retourné à mes occupations. C'est vrai que, parlant de leur intimité de couple, une ou deux fois, il m'a appelé pour me soumettre des petits différends de compréhension qu'ils avaient, et moi, je lui ai donné une démarche qui pouvait lui être favorable pour la ramener, pour qu'il puisse comprendre et éviter une tension. J'ai même été celui qui a même démarché et trouvé le domicile où elle est allée s'installer à Douala. C'est moi qui ai trouvé le domicile. C'est par rapport à la discrétion, par rapport à la sécurité, par rapport à tout ce qu'il y a de bon et par rapport à son standing économique qu'elle avait déjà. Parce que le conseil que moi je lui ai donné à ce moment-là, c'est que bon, certes vous venez de vous rencontrer, vous avez de bons projets, mais tu ne peux pas te laisser embarquer dans un standing que si quelque chose ne se passe pas bien demain, tu ne pourras pas payer. Donc, reste quand même dans ton standing. Ici, c'est sécurisé, c'est discret, c'est chic, c'est tout. Elle va apprécier, il a apprécié. Et puis voilà, j'ai tourné mon dos. Je suis retourné à la résolution de mes problèmes personnels. Résoudre mes engagements, tenir mes engagements et relancer mon activité. C'était ça mon quotidien. Quelques temps après, quand la campagne de me salir est sortie sur les réseaux sociaux, ils m'ont également appelé lors de l'un de leurs séjours pour me faire comprendre que voilà, il a demandé la main de ma soeur et tout. Vraiment, je pense que c'est ce petit temps-là, la pression de mes problèmes personnels que j'avais, c'est d'abord mis de côté. J'étais tellement content pour eux. Je lui ai dit vraiment félicitations. Comme moi, je t'ai dit, tu as tout mon feu vert, etc. Que Dieu bénisse votre couple. Mais vraiment, je vous transmets mes plus grands regrets, que votre bonheur soit un peu confronté à ma situation difficile, mais ne vous en préoccupez pas, ça va aller, profitez-en. Je suis encore, voilà la deuxième expérience où j'ai pu avoir une intimité dans leur relation de couple. Après ça, mes activités, comme j'ai dit, j'ai relancé, j'ai stabilisé les problèmes les plus pressants, etc., au fur et à mesure. J'ai stabilisé à tel point que jusqu'en janvier, où on a eu un séjour à Kribi, un séjour de famille privée à Kribi. J'avais d'abord passé un bon bout de temps, même toute la grossesse de ma soeur, tout ça, je ne savais pas ce qui se passait et tout dans leur vie. Parce qu'après tout, c'est leur vie, ça ne me regarde pas. Et aucun de nous, d'ailleurs, n'a toujours été intense ou présent dans la vie intime de son frère ou de sa soeur. Non, chacun la vit
comme tout le monde d'ailleurs. Donc il n'y a pas une particularité chez nous comme quoi on serait peut-être accroché à quelque chose de ma sœur. Non, la même considération, la même position que j'ai pour la vie intime de ma grande sœur, c'est la même chose que j'ai pour celle de ma petite sœur, c'est la même chose que j'ai pour mon petit frère. Et je pense que c'est la même que eux tous ils ont pour moi. Qu'ils apprécient ou qu'ils n'apprécient pas ma situation, ma relation, je pense qu'ils vont respecter ma relation, ils ne vont pas s'en mêler. Et c'est comme ça qu'on a toujours vécu. Jusqu'à ce qu'arrivé à Kribi, donc comme je disais au mois de janvier, ma sœur me parle et me raconte une expérience très intime de sa vie de couple et de maman et vraiment qui était à l'opposé de ce que je connaissais de son copain. C'était très à l'opposé. C'était, je vais utiliser les deux mots. Il y avait un gros manque de respect vis-à-vis de ma sœur et il y avait un manque comment je vais dire, un déshonneur pour la famille que ça dégageait. Mais comme à la fin de son récit, quand elle a fini de me raconter l'histoire, elle m'a dit, bon, mais après tout, ça va, on s'est retrouvés, on s'est arrangé, il m'a demandé des excuses, j'ai pardonné et ça va jusque-là, on s'entend bien, nous sommes très complices et tout, et puis voilà. Bon. Après, je me suis dit, ok, j'ai laissé. Peut-être un mois après, je ne sais pas, toujours dans la foulée de ce premier trimestre ici, là, c'est ma mère et mon petit frère qui me reprennent dans une conversation comme ça, qui reparle encore de quelque chose, de ce problème-là, mais beaucoup plus en profondeur, vraiment beaucoup plus en profondeur. Et je réalise que ces deux points, excusez-moi, ces deux points, le respect et l'honneur de la famille ne sont pas considérés, ne sont pas tenus. C'est comme ça donc que c'est comme ça que je lui fais le message. Je lui fais le message avec une émotion de déception. Écoute, voilà, je te rappelle encore que la raison pour laquelle on t'a considéré, c'est parce que tu as eu une démarche honorable et vraiment simple, naturelle. Tu nous as montré que tu es un grand homme. Donc, on n'a pas eu une considération ou bien on n'a pas mis en avant le titre social ou bien le poste ou bien les ramifications. On n'a pas mis ça, on n'a pas regardé ça. Déjà qu'on n'en sait même rien. Donc, c'est ton caractère d'homme. Mais sauf qu'avec ce que j'apprends, c'est totalement à l'encontre. Et si c'est comme ça que toi, tu démarches, alors moi-même, je vais personnellement me mettre aussi en opposition à votre relation. Sur le coup, je le lui dis comme ça, mais c'est une interpellation pour qu'il réagisse. Bon, après ça, je laisse. Je sais que la relation, en fait, la famille, etc., tout ça est représenté par maman et c'est maman qui connaît un peu plus les réalités des uns et des autres que nous. Moi, je ne me mets pas des choses de ma sœur, sauf si elle vient m'en parler et demande mon avis et vice-versa. Par contre, si ça vient de maman, et que c'est un problème pertinent, alors je vais faire une démarche pour inviter les acteurs à se rassembler et à arranger ça avant que ça ne capote. Pour beaucoup de personnes vont dire, oh, ta sœur a sa vie, ton frère a sa vie, ceci a sa vie, et tout, c'est vrai. Mais je ne parle pas pour quelqu'un, je parle d'abord pour moi. Pour moi, la famille, c'est sacré. Pour moi, la famille, c'est sacré. Et ne souffrez pas d'essayer de me faire comprendre que si je vois quelque chose qui vient en négatif sur mon frère, je ne vais pas essayer de le retirer et que tiens bouge toi de là, il y a un caillou qui fonce sur toi. Ou alors que je peux essayer de lui parler, de le sensibiliser, ou bien je vais essayer, mais je ne vais pas forcément lui tirer les oreilles et insister que tu vas faire. Non, je vais essayer parce que nous tous, nous sommes déjà des adultes. Chacun est maître de ses choix et de ses décisions. Donc, je lui fais ce premier message que je transfère également à ma sœur. Je redisparais silence radio jusqu'à la période du Ramadan. Quand la période du Ramadan arrive, je disparais parce que, déjà, il faut préciser, je disparais déjà parce que je ne suis pas trop, comme je vous ai dit, je ne suis pas tout le temps avec eux, je ne suis pas tout le temps dans les châtaignes familiaux, les montées, descentes et tout. Non, je ne suis pas dans ça. Pas parce que je n'apprécie pas ou je n'aime pas, mais parce que je suis vraiment occupé aussi de mon côté. La deuxième raison, c'est parce que je ne voulais pas que ce qui est négatif à mon niveau rejaillisse ou dérange quelqu'un de ma famille ou vienne ternir le bonheur de quelqu'un. Non, je ne voulais pas. Donc, je me sentais à l'aise dans mon coin et je respectais que les réalités des uns et des autres soient totalement différentes. À la veille du Ramadan ou bien au début du Ramadan, donc, je pense, je suis à Douala et un matin, je suis réveillé. Enfin, je me réveille un peu tardivement. Je me suis réveillé ce matin-là tard, peut-être vers 8h ou 9h moins. Je vois donc plein de messages et d'appels manqués de ma mère et de ma petite sœur. Quand je finis par les retrouver un peu plus tard, et je vois également vraiment des messages de ma petite sœur qui me sensibilisent sur quelque chose de très choquant qui s'est passé dans la famille. Quand je vais les retrouver,
elle me raconte, c'est même ma mère qui me raconte et elle me parle bien, elle me décrit que voilà, depuis 2, 3, je crois depuis 1 ou 2 jours, ma grande sœur la traquait, elle demandait, elle appelait ici et là pour savoir où ma mère se trouve, parce qu'elle savait qu'elle était dans la ville de Douala. Elle la traquait et finalement, ce jour-là, le jour où on m'a envoyé les messages, elle a su là où ma mère logeait. Elle s'y est rendue très tôt le matin, d'elle-même, chose qu'elle ne fait jamais, qui était d'abord déjà assez étonnant. Elle est arrivée et il s'en est suivi une altercation physique. Il s'en est suivi une altercation physique à tel point qu'elle aurait même visé un verre ou un verre ou une tasse, non, un pot, je crois un pot comme un porcelaine, sur la maman. Quand j'apprends ça, je remets tout en question. Ça tourne 5 fois dans ma tête. Je me dis, mais non, vrai, ça s'est passé. Est-ce que c'est ça? Et non, ce n'était pas ça. Vraiment, c'était ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je commence par remettre la version de ma mère en doute. Je lui demande, mais qu'est-ce que tu as bien pu lui dire ou lui faire pour que vous en arrivez là? Parce que moi, je dis, peut-être tu peux vouloir dire quelque chose. Je dis ça à ma mère. Peut-être tu peux avoir voulu lui dire quelque chose partant d'une bonne intention, mais la manière dont tu as dit a peut-être, c'est-à-dire dit choquer, c'était petit, parce qu'on a régulièrement été choqués, on est régulièrement choqués les uns et les autres par les mots et par les décisions et par tout, même par les manières de penser, mais ça reste juste choquant, c'est pas que ça va appeler à une réaction. Mais s'il y a une réaction, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère tombe sur moi, elle m'en veut, ah, tu es comme ça, tu es toujours en train de soutenir ta grande sœur, tu cautionnes son acte, je te dis que je n'ai rien fait, mais qu'elle avait son intention depuis, parce qu'elle me cherchait dans la ville depuis, etc. Je dis à ma mère, mais je ne cautionne pas son acte, j'essaye de comprendre pour que, même si je vais aller lui parler, même comme je vais aller lui parler, je veux quand même aussi toucher quelque chose que, bon, voici quand même l'élément déclencheur, et peut-être désormais, évitons aussi l'élément déclencheur, s'il vous plaît, sans toutefois dire que je donne raison à ma sœur ou à qui que ce soit. Donc, ma mère et moi, on ne s'entend pas parce que finalement, même ça commence à devenir mon problème, comme on dit. C'est comme si je cautionne l'acte que ma sœur a posé. Elle prend son vol et rentre à Yaoundé, mais je la sens très perturbée, je la sens désarmée et faible. C'est comme si, je sais pas, c'est comme si elle a réalisé à quel point elle pouvait être faible, comme si une situation lui échappe des mains, du contrôle. Le lendemain, j'essaye de parler avec elle de tout et de rien. Elle est brève dans ses réponses, mais après, rapidement, elle m'envoie 2 messages. Enfin, elle m'envoie quelques messages. Elle m'envoie certains messages où elle me dit « Yeah, je t'ai dit que je n'ai rien fait à ta sœur, mais tu veux trop penser que je lui ai dit un mot. » Voici les messages que j'ai envoyés à son copain. Le copain, ça, c'est mon expression que moi j'utilise. Voici les messages que j'ai envoyés à son copain et voici les messages que je lui ai envoyés à elle. Pardon, et voici les messages que je lui ai envoyés à elle. Dis-moi où est-ce que j'ai mis un mot déplacé. Moi, étant déjà tellement gêné même de tout ça, je réponds brièvement ok. Et vraiment, j'espère qu'on va passer à autre chose et que les acteurs principaux, les concernés, vont se ressaisir de leurs émotions et vont faire la démarche. C'est-à-dire que ma sœur et peut-être son gars, vu qu'il a été le sujet dans tout ce qui s'est passé, il était le sujet, peut-être qu'il aura une démarche grande quand il va apprendre ce qui s'est passé et il va se positionner vraiment en grand frère qui va rassembler et qui va essayer d'apaiser et de résoudre sans même que moi je ne sois interpellé là, dans ça. Le temps passe, de temps en temps ma mère me demande si j'ai eu une réaction de ma sœur. Je lui dis non, je lui dis et toi? Elle me dit non. Je dis bon, peut-être, je ne sais pas, comme c'est le ramadan et tout, bon, peut-être c'est ça, quoi qu'il en soit, moi je reste dans mon coin. Je ne veux pas... Je respecte ça, je reste dans mon coin et je fais mes choses, je continue de faire mes choses. À la fin du ramadan, je parle encore avec ma mère qui me dit jusque-là rien, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu un acte, une démarche d'excuse ou une démarche d'arranger ou même une proposition de asseyons-nous et on se parle, comment en sommes-nous arrivés là, qu'est-ce qui ne va pas, corrigeons, exprimons-nous d'une manière saine et comprenons-nous, même si nous ne sommes pas d'accord au final les uns avec les autres, même si nous ne sommes pas d'accord au final avec les uns avec les choix des autres, mais au moins traitons ça d'une manière saine. Rien, il n'en a pas été le cas. Moi, sur le coup, je me dis, mais c'est dangereux. Comment elle est reprochée de quelque chose comme ça, elle ne fait pas. Si ma mère n'arrive plus à lui dire, ou alors comment je vais dire, le statut de ma mère n'arrive plus à la sensibiliser, il y a problème. Je lui fais un message,
Je suis le deuxième de la famille, donc après elle, c'est moi, je suis l'aîné des garçons. Et je défie qui que ce soit de me dire que ça ne veut rien dire, tu ne peux pas, si tu es l'aîné des garçons, que c'est pour vous là-bas. Si dans votre famille, on ne respecte pas ou bien on ne considère pas les positions des uns et des autres, alors moi j'y tiens. Et je considère ça. Et je vais éduquer mes enfants comme ça. Donc, je lui fais le message pour lui dire que voilà, j'ai été au courant de ce qui s'est passé avec maman et je te donne 2 jours que toi-même tu ailles arranger. Si vous me maintenez en silence et que vous m'ignorez, comme c'est le cas jusque-là, moi je saurai où je vais aller me plaindre. Il était question que si rien n'est fait, moi j'allais aller rassembler la famille, j'aurais dit à la famille, écoutez, voilà vraiment, quand je dis la famille, je vais dire les oncles, la grand-mère, les oncles et les tantes de ma mère qui ont les yeux sur nous. Je leur aurais dit, écoutez, vraiment, moi, voici la situation de ma famille. Peut-être votre fille dont ma mère ne vous a pas dit, peut-être votre petite fille dont ma soeur ne vous a pas dit, mais voici la situation qu'on vit. Et moi, je me dédouane de la démarche de ma grande soeur. Je m'en dédouane totalement. Si vous avez l'impression qu'il y a eu engagement ou quoi que ce soit, je n'ai pas été mêlé. Je n'en suis pas mêlé. Ça ne veut pas dire que je m'oppose. Je ne m'oppose pas, mais je n'ai pas été mêlé. Je ne veux pas avoir un problème de sorcellerie. Parce que quand peut t'en vouloir, mais il ne te dit pas. Il est là, tu ne sais pas qui t'en veut parce qu'il a déjà pensé quelque chose dans sa tête. Il a pensé peut-être que tu allais doter votre fille et tu ne lui as pas dit ou bien peut-être et tout. Donc, c'est cette démarche-là que je sous-entendais dans mon message. Je saurais où m'exprimer. Quand je lui envoie le message, je lui transfère le message à Nathalie. Elle m'appelle aussitôt. Elle m'appelle aussitôt et quand elle m'appelle, elle me demande « Allô Fabrice, oui, c'est toi qui m'as envoyé le message sur Snapchat ?» Je lui réponds « Oui. » C'est bien toi qui m'as envoyé le message. Je lui dis, mais oui, c'est moi qui ai envoyé le message. La manière dont elle insiste sur cette précision, je me rends compte qu'elle est en train de m'enregistrer. Jamais au grand jamais, il ne nous est arrivé d'avoir ce genre de démarche, qu'on va s'enregistrer ou bien. Donc, du coup, je suis inquiet. Et là, je n'étais pas loin de chez elle parce que je roulais avec ma petite sœur qui venait de me déposer et je regardais un appartement toujours dans la zone. Donc, je lui dis, mais tu n'as pas besoin de m'enregistrer pour ce que je t'ai dit. C'est pas comme si c'est quelque chose que je n'assume pas. D'ailleurs, je suis vers chez toi. Si tu veux, sors, on se voit et on parle. Si en ce moment-là, tu sens la nécessité de m'enregistrer, tu le feras. Moi, je vais te dire concrètement ce qu'il en est. Vu qu'on n'a pas l'habitude de se parler, on ne se parle, et encore moins d'avoir un problème qui la concerne, où elle est, pour lequel elle est ou soit coupable, soit victime, quoi qu'il en soit, elle est impliquée. Elle me dit, ok, patiente, je finis de laver mon enfant. Je patiente. J'attends la conversation, je l'ai publiée sur mes pages, en particulier Snapchat la dernière fois. Donc pendant que je suis en train de patienter, qu'elle m'amène à patienter, en aucun cas elle ne me dit « Écoute, va, je ne veux pas te voir, je ne me sens pas à l'aise avec toi, je ne veux pas de problème avec toi, rentre. » Elle ne me le dit pas, au contraire. On n'a jamais eu un problème. Absolument pas. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui que j'en veux à ma soeur pour si j'ai un problème de ça avec ma soeur. Absolument pas. Donc je l'attends tranquillement dans le calme, dans cette rue où elle habite, où toutes les maisons qui sont là sont armées de caméras et ont des vigiles. Donc, rien que sur ce petit boulevard d'une 50aine de mètres, tu peux avoir une 20aine de vigiles. Je suis assis en face, j'attends qu'elle me fasse signe, soit d'entrer, soit elle me reçoit au portail. Bref, elle me reçoit comme elle veut, où elle veut, mais moi, je vais lui dire ce que je lui dis, et puis je rentre. Donc, pendant que j'attends, donc, une voiture privée, si je peux dire, c'est-à-dire que ce n'était pas un véhicule de service, arrive. Un homme en tenue et 3 autres en civil sortent. L'homme en tenue se dirige directement chez elle. Quand il se dirige chez elle, je regarde, je me dis, ah bon, certainement elle a appelé. Vu qu'il connaît la maison, il y entre, il ne cherche pas à savoir est-ce que je suis ici, est-ce que c'est pas comme si c'est un anonyme qui l'a appelé au téléphone, c'est plutôt comme si c'est un intime. Il a reçu un message d'un intime et il savait exactement où il allait. Donc il y va pendant que les 3 autres, eux, ils viennent vers moi. Quand ils viennent, ils me demandent de me présenter, je me présente, je donne ma carte. Et ils me demandent ce que je fais là, je leur réponds. Ils sont d'abord eux-mêmes étonnés que bon, c'est quoi un problème de famille, que nous, on se retrouve sur le terrain comme ça. En tout cas, on pensait même qu'il y avait mort d'homme. Bon, quoi qu'il en soit, on est tous restés dehors, on a patienté. Quand le monsieur en tenue dans le commissaire ressort de son véhicule, il leur fait signe de la main de venir avec moi et il leur demande aussitôt de prendre mes téléphones. On entre dans la voiture. Quand on entre dans la voiture, il commence par me demander, le commissaire commence à me demander, mais je dis, c'est quoi ton problème? Je lui réponds, je n'ai aucun problème. Il se met à pratiquement me blâmer. Est-ce que la fraternité est une prise en charge? Est-ce qu'elle est obligée de te gérer? Est-ce qu'elle est obligée de te recevoir? Je lui dis, mais je ne comprends pas. Je suis venu parler avec elle d'un problème intime et jusque-là, ce n'est pas par rapport à une requête ou une demande d'argent ou bien que j'attendais quelque chose
d'elle. Non, je venais parler d'un problème intime, familial. Et elle n'a pas rejeté mon invitation. Donc, chaque fois que j'essaye de lui dire les choses de cette manière, il prend du temps et ces éléments également me font mine, me font signe de me taire. Tais-toi, tu réponds quoi? Tu parles à qui? Tu crois que tu es où? Tu parles. Je reste tranquille. Je reste silence radio, la tension baisse, ils parlent de leurs choses, on arrive au poste. J'avoue, sur le coup, là, je me suis dit, bon, peut-être quand j'ai fait le message à ma grande sœur, elle s'est sentie prise de haut par son petit frère et elle a vu à ma présence là, une occasion de me rappeler par la force qu'elle est l'aînée. Bon, maintenant, ces hommes qui sont venus ont compris qu'ils m'amènent au poste 7, mais ils vont peut-être comprendre que bon, c'est un problème de famille, c'est rien de grave, c'est pas une agression, c'est pas un problème, ça n'a rien de grave en tout cas. Donc je me disais qu'arrivé au poste, on allait parler, j'aurais dit vraiment non, voilà, moi-même, je suis un peu dépassé par une situation, voilà ça. Je lui ai demandé d'aller vers sa mère, mais elle ne le fait pas. Et puis même encore, quand il y a ça, elle vous appelle, alors qu'il y a des personnes, elle a même des amis que quand il y a une situation, ils peuvent m'appeler, me dire Fabrice, qu'est-ce qui se passe? Et puis je vais parler avec eux comme ses amis, c'est-à-dire comme des grands frères à moi et qui lui sont égaux. Mais rien, elle a plutôt appelé la police. J'ai pensé que peut-être le commissaire c'était dans son ami et que voilà, on allait s'exprimer. Mais quand j'arrive au poste, pendant que je fais le message à ma petite sœur pour lui dire voilà la démarche que ta sœur a prise, moi je suis à la DRPJ, mais vraiment, il n'y a pas de problème, ne vous en mêlez pas. L'un des éléments qui était avec lui, vient arracher mon téléphone. Il arrache mon téléphone et il dit que en fait, il a parlé, il craignait que j'étais peut-être en train de vouloir les enregistrer et que peut-être j'étais en relation avec des personnes qui avaient des mauvaises intentions, je ne sais pas. Je l'ai rassuré que maintenant, ce n'est pas le cas. C'est vrai par contre qu'il y avait un enregistrement que j'avais déclenché beaucoup plus tôt parce que quand j'allais avoir l'entretien avec ma sœur, je voulais que ce soit consigné et que rien ne soit déformé ou mal compris après. C'est l'entretien que j'aurais fait encore écouter à qui de droit, notamment peut-être à ma mère, que voilà comment j'ai parlé avec elle. Et voilà comment on s'est compris dans le calme. Mais l'enregistrement avait été déclenché jusqu'à ce qu'eux ils arrivent et qu'on aille. Mais je l'avais arrêté à peine arrivé à la DRPJ car je me suis souvenu que mon téléphone tourne et on n'enregistre pas dans ce genre d'endroit, donc je l'ai arrêté. Je lui explique ça, je le supplie de me croire et je lui propose même de déverrouiller mon téléphone. Je lui propose, vous m'entendez quand même bien, j'espère. Je lui propose donc de déverrouiller mon téléphone pour se rassurer que je n'enregistrais pas et je n'étais pas sur le point d'enregistrer. J'envoie plutôt un message à ma petite soeur pour lui dire voilà. Il prend, quand je lui propose ça, nous sommes devant le bureau du commissaire déjà, parce que quand il marchait, je le suivais pour lui dire mon frère, ce n'est pas ça, je n'enregistrais pas, s'il te plaît, remets-moi mon téléphone, il n'y a pas de problème, il n'y a rien, vous n'avez rien à craindre là-bas, je peux ouvrir, tu regardes. Il me met dans le bureau le commissaire demande qu'on me mette dans son bureau. J'entre dans son bureau, je suis presque au mur et le commissaire, celui qui a le téléphone et je ne sais pas qui d'autre, j'avais l'impression d'avoir peut-être 5 personnes devant moi et surtout le commissaire qui était très énervé, que tu te crois où tu arrives, tu commences à t'agiter, à marcher, tu te crois où tu sais où tu es. J'essaie de lui expliquer que chef, je ne sais même pas ce que je fais ici et comment je veux dire, que je ne sais même pas pourquoi je suis là. Et je garantis que je ne fais rien de mal. Quand je suis en train de lui parler comme ça, il me donne une gifle, ou c'était une gifle, ou c'était quoi. Donc bref, il me frappe de sa main droite sur le côté, sur l'oreille. Et ma tête, parce que j'étais presque collé au mur, ma tête heurte dans le mur. Quand ça heurte le mur, je comprends que non, il est en train de devenir violent. J'essaye de calmer, je fais les mains comme ça, que non, pardon, ne me frappez pas. Je ne sais pas ce que vous avez comme impression, ce qu'on vous a dit. Non, je n'ai pas l'intention de déranger ou de mépriser quelqu'un. Donc vraiment, pardon, je vous respecte beaucoup, commissaire, ne me frappez pas. Je suis à disposition ici, il faut parler, moi je vais vous parler. Mais quand j'essaie de lui dire, son ton monte et tout, il s'échauffe et tout le monde aussi parce qu'il le rejoint dans la colère. Tu te crois où tu es? Depuis tu es là, tu ne fais que jouer les grands airs, tu fais. Déverrouille le téléphone, non, donne-nous le code du téléphone, donne-nous passer dans cette foulée là, mon téléphone s'est reverrouillé pendant que c'était entre ses mains. Donne-nous le code du téléphone, il demande le code de mon téléphone. Je lui ai dit non, je ne peux pas vous donner le code de mon téléphone. Je peux par contre l'ouvrir, je vous le donne, vous regardez, vous voyez qu'il n'y a rien et vous me le remettez. Parce que je ne sais pas encore pourquoi je suis là, je ne sais rien, mais je vous donne déjà le téléphone. Je ne sais pas, je pense encore avoir quand même ce droit-là, sauf si on me dit que ce n'est pas le cas. Ils sont tombés sur moi, taper. Un moment, je me suis accroupi pendant qu'ils me donnaient des coups tous.
Le commissaire me ressoulève par les oreilles, il m'attrape les deux oreilles, il me soulève, il demande à l'autre de me menotter dans le dos. Donc on me menotte dans le dos pendant que lui m'arrête les oreilles vraiment avec force. Et son visage était, c'est-à-dire, je ne sais pas, j'avais l'impression que ce type me détestait. Pendant que l'autre me met les mains dans le dos et le troisième qui a mon téléphone essaie de déverrouiller par reconnaissance faciale. Après quelques tentatives, il n'y arrive pas. Le commissaire dit de toute façon, laisse, attends que 18h arrive, que tout le monde ici soit rentré, tu vas comprendre où tu es. Si tu crois que tu es venu ici pour argumenter, voilà. Il me fait renvoyer dans l'autre bureau, toujours avec les menottes. Mais avant que je ne parte, il voit qu'on m'a mis les menottes au niveau des poignets. Il blâme celui qui a mis les menottes. Mais comment toi tu lui mets les menottes comme ça? Mets-lui bien ça ici, il faut qu'il sente ça et tout et tout. On enlève la menotte, on me retord le bras pour la mettre maintenant au niveau de l'avant-bras pour que ça serre. Au bout de quelques secondes ou quelques minutes, vous commencez à sentir comment vous perdez l'essence de votre bras. Quand j'arrive dans la grande salle où il m'a fait aller patienter avec les menottes d'eau, je continue de les rassurer que je n'ai rien dans mon téléphone qui va dans le sens d'un problème. Je peux le déverrouiller, vous voyez. Non, on t'a dit que tu nous donnes le code, on t'a dit que tu nous donnes le code. Je vais évoluer et essayant de conclure. Bon, je ne suis pas censé être bref dans ma démarche. Je rappelle que ma démarche, mon direct de ce soir, c'est déjà d'abord pour rappeler le contexte de tout ce qu'on voit, le noircissement de mon image dans les réseaux sociaux ces derniers jours-ci et la dénonciation surtout du problème. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la dénonciation de ce que j'ai vécu là-bas. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui est censé être fait. Donc, je dénonce. Quand ils ont fini de me battre et de menacer d'arracher, parce que c'est quand il est en train de vouloir arracher mon notaire avec la pince que l'officier Lamine se sent obligé d'arrêter sa main pour lui dire non, c'est pas nécessaire, il a compris. Il s'est fait même blâmer là par le commissaire, il s'est fait un peu blâmer par le commissaire là qui lui dit comme c'est ton ami, etc. Il lui dit non, ce n'est pas mon ami et tout. Non, il a compris, comme lui-même il dit qu'il a compris. Tu as compris? Non, oui, lui, il essaie aussi un peu de me menacer là. Bon, bref, je suis un peu vague sur cette partie qui n'est pas très intéressante. Disons que il a arrêté de me torturer net au moment où l'enquêteur avec sa pince sur mon orteil. C'est comme ça que le commissaire donne l'instruction à l'enquêteur de terminer mon audition en se rassurant que je dise ce qu'il faut et qu'après ça, il peut me mettre en bas, c'est-à-dire il peut me mettre en cellule et il précise en cellule qu'on m'envoie au Kosovo. Je n'ai pas compris d'abord sur le coup. Bon. Tout de suite, après, il sort du bureau avec l'officier Lamine. Je reste avec l'enquêteur. Non, il sort du bureau seul. Je reste avec l'enquêteur ou l'officier Lamine. L'enquêteur ne me pose plus de questions. Je rappelle qu'on s'est arrêté à 2 questions que j'ai répondu. Il ne me pose plus de questions. Après, il imprime une audition. Je me souviens, l'audition devait avoir 3 ou 4 questions parce que la dernière question, c'était je n'ai plus rien à dire. C'était ça, soi-disant ma réponse, c'était je n'ai plus rien à dire. Donc, il me fait, je signe la déposition. Moi, j'avais déjà parfaitement compris dans quelle situation j'étais et je ne vais pas avoir foi aux yeux de vous le dire. J'étais dans un passage à tabac parce que je représenterais une limite, je sais pas, une limite à la démarche de ma sœur, c'est-à-dire à ce que ma sœur veut faire. Si elle me voit sur son chemin, alors elle me montre qu'elle a les gros bras, qu'elle est forte. Mais ils précisaient, le commissaire là-bas précisait et à leur dit, ça se comprenait que c'est le statut de son mari qu'ils sont en train de défendre, que c'est son statut et que c'est par rapport à son statut et le mien, que moi je suis un cafard, que si lui se sent un peu inquiété ou embêté, si c'est même pas inquiété, s'il se sent embêté par moi, eux, ils vont m'éliminer simplement et que après tout je ne vais manquer à personne. C'est comme ça que je pars en cellule, on me déshabille, j'entre en cellule avec mon sous-vêtement. Quand j'entre en cellule, on m'invite à aller prendre d'abord une douche avant d'aller au Kosovo, donc je prends la douche. Bref, quoi qu'il en soit, je suis resté en cellule, j'ai passé toute la nuit en cellule jusqu'au lendemain. Le lendemain, à ce moment-là, j'avais une bosse de ce côté-ci avec un trait un peu ouvert là. J'avais des marques au bras et je ne marchais pratiquement pas. Donc pour poser le pied, ça n'allait vraiment pas, surtout au niveau du pied droit. Le lendemain, donc, le matin, l'enquêteur est venu, il m'a fait sortir de son bureau, mais j'ai compris qu'il venait regarder les marques sur moi, voir comment mon corps se présentait. Il m'a remis en cellule, il m'a fait sortir du bureau en tout ce jour, je crois 3 ou 4 fois.
La dernière fois qu'il me fait sortir sortir de la cellule, c'est le soir, où on va dans le bureau du commissaire. Il m'amène dans le bureau du commissaire. Et quand j'arrive, la question que le commissaire me pose, c'est: j'espère que tu m'as bien compris maintenant. J'espère que tu m'as bien compris maintenant. Tu n'es qu'un petit cafard et il suffit d'un qu'on t'écrase seulement comme ça, tu disparais. Si j'apprends encore... je veux d'abord préciser que quand il me mettait en cellule, il a demandé à ce que je ne dise pas là-bas en cellule pourquoi je suis là. Que si les autres gardés à vue me demandent, je réponds que non, c'est pour un problème de moto. Heureusement, je n'ai pas vraiment eu le temps qu'on me pose cette question. Mais j'étais préparé quand même à répondre déjà ça, qu'un problème de moto, et puis on a cru que je suis avec la personne. Pourtant, moi, je ne connais pas. C'est comme ça que j'avais aussi mis dans ma tête que je vais dire en cellule. On va dans le bureau du commissaire, donc, qui me recuisine et veut se rassurer que la mayonnaise est bien passée. C'est-à-dire que j'ai bien compris la leçon et les personnes que je devais craindre, à savoir ma sœur et son gars, que je devais les craindre. En fait, c'était ça. Je l'ai rassuré que oui, j'ai compris la leçon et voilà, il a demandé à ce qu'on lui donne ma déposition. Quand l'enquêteur lui remet ma déposition, il trouve que la déposition là n'est pas pertinente, donc il la rejette. Il a demandé à l'enquêteur de reprendre ma déposition et qu'il ne doit même pas hésiter à me bastonner si c'est que je ne dis pas ce qu'il faut. Il a encore précisé à l'enquêteur: attends, écoute-moi très bien, je te dis, avec lui, il n'y a pas d'état d'âme, il n'y a pas de sentiment. Tu le bastonnes correctement comme tu veux, jusqu'à ce qu'il te dise ce que tu veux mettre dans la déposition. Voilà comment il s'exprime à l'enquêteur. Après avoir essayé de trouver un espace, comme il se faisait à là où on pouvait me faire l'audition, finalement, on revient dans son bureau et l'enquêteur semble ne pas comprendre en fait les mots qu'il veut que le commissaire voudrait voir dans ma déposition. C'est comme ça que le commissaire lui-même, finalement, il prend la machine, il ressaisit la déposition seul. L'enquêteur était même déjà sorti de son bureau, il ressaisit seul, il imprime, il me donne, je lis. Il me donne, je signe. Je signe. Quand je finis de signer, il me ressermonne, il sort mon téléphone portable donc qu'ils avaient pris la veille de sa poche et il le manipule. Je me rends compte qu'il n'a pas eu besoin de mettre le code, donc ils ont même déjà annulé mon code dans mon téléphone et il le manipule. Pendant qu'il me sermonne, j'avais la fin de signer la déposition, j'attendais juste qu'il me libère, que bon, c'est bon, tu peux partir, ou bien tu retournes en cellule. Je ne savais pas ce que je devais faire. Mais là, il me sermonnait encore. Tu regardes toi. Tu étais un millionnaire, tu avais beaucoup d'argent. Aujourd'hui, vraiment, regarde comment tu es tombé. Tu ne vaux rien, tu ne vaux rien. Tu te retrouves même en train de demander 1000 francs à ta copine parce qu'il m'a demandé la conversation avec ma copine. Je lui ai dit, le nom n'est pas enregistré, mais voilà le numéro. Il est entré, il a regardé. C'est comme ça qu'il regarde. Il me regarde, il secoue la tête, il se moque de moi et il me rabaisse avec des mots. Il fouille la conversation jusqu'à tomber sur les nudes de ma copine. Il me regarde, il sourit, il me dit que c'est pour ça que tu es prête à tout. Que c'est pour ça que je suis prête à tout pour avoir la grande vie, etc. Sur le coup là, j'étais choqué, je me sentais comme si j'étais violé. Mais il fallait que je reste dans ma position du sujet qu'on m'amène. Je l'ai supplié, je lui ai dit vraiment, s'il vous plaît, ce n'est plus au commissaire que je m'adresse à l'homme. Pardon, j'implore la dignité d'homme. Sortez de cette conversation-là. Si vous voulez aller fouiller le téléphone partout, mais sortez de cette conversation-là. Il s'agit de l'intimité avec ma copine. C'est la mère de mon enfant. Vous ne pouvez pas regarder et avoir cette réaction devant moi. Il a continué à regarder tout. Je suis resté tranquille. J'ai serré le cœur, j'ai digéré. Quand au final, il a demandé qu'on lui remette, je crois que c'était mon bon de garde à vue. Il a signé la levée de garde à vue et il m'a donné 7500 en 3 étapes. Il me tend d'abord 2000. Il me dit d'abord que je suis libéré. Je dis merci, je fais aussi mine de celui qui a compris, vraiment celui qui ne veut pas déranger là. Merci, je vais partir. Après, il me dit, où tu es là, tu as même 100 francs. Tu n'as même pas 100 francs où tu es là. Je lui dis, c'est vrai. Après, il me dit que je te donne 2000. Je lui dis merci. Il me demande pourquoi je souris beaucoup. Je lui dis non, quand on donne l'argent, c'est toujours bien. Moi, je ne peux pas vous dire que c'est mauvais. Il prend encore 500, il l'ajoute. Donc c'est comme s'il était en train de faroter quelqu'un qui lui faisait la talakou. Il me donne en 3 temps 7500. Je me fais accompagner par l'officier Lamine qui me dit vraiment, écoute, voilà tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as subi. Tu es un grand garçon, tu as tes enfants, il ne faut pas que tu te mettes dans des situations par rapport au point de la famille. Même si ta sœur fait quoi avec ta mère, même si ta sœur a dit quoi avec ta mère, c'est ta sœur, tu les laisses, elles vont savoir comment elles vont s'arranger et tout. Donc vraiment, comme tu parles, ne l'appelle plus, va, essaie de prendre ta route, de faire tes choses, en gros, avec de jolis mots, essaie de disparaître. C'est pour ça que quand je suis venu faire le poste, j'ai commencé par présenter mes excuses à l'officier Lamine, parce que jusque-là, quand même, j'ai beaucoup de respect pour lui. Il est resté quand même
homme et sain dans tout ce qui s'est passé. J'ai compris que si c'est lui qui avait la décision, les choses ne se seraient pas passées comme ça. Mais il s'est retrouvé dans le bateau et dans l'effectif de ceux qui avaient la mission de me faire quelque chose. C'est comme ça que je rentre. Quand je rentre, j'arrive chez moi, à Douala, j'arrive chez moi, j'appelle ma copine qui avait essayé pendant 2 jours de me joindre, je l'appelle et elle me fait comprendre que justement, elle venait d'avoir mon petit frère qui lui a dit que Nathalie m'avait fait arrêter et que de toute façon, lui, ça ne l'intéresse même pas parce qu'ils sont au courant, donc eux, ma famille, ils sont au courant de nos conversations avec ma copine et qu'on sabote la famille. Quand elle me dit ça, ça m'interpelle, je me dis, tiens, si le commissaire qui avait mon téléphone, ma famille est au courant, ça veut dire que le commissaire rendait compte à quelqu'un de ce qui était dans mon téléphone. Et donc, ça ne pouvait être que à ma sœur. Et puis voilà. Parce que le commissaire ne va pas appeler mon petit frère. C'est ma sœur qui va appeler mon petit frère parce que cette période-là, vu qu'elle était en froid avec maman, ce n'est qu'avec lui apparemment qu'elle parlait. Et j'appelle aussitôt ma mère pour savoir ce qu'on lui aurait dit. J'appelle ma mère pour savoir ce qu'on lui aurait dit et tout, pour savoir s'il y a quelque chose, peut-être une information qu'on a déformée. Parce que je sais que dans le contenu de mon téléphone, je n'ai rien de malsain vis-à-vis de qui que ce soit de ma famille, rien. Et quand quelqu'un va essayer de publier quelque chose dans ce sens, je vais publier le contraire, je suis sûr et certain, parce que je suis dans la démarche de la vérité, je dis la vérité et j'ai la réalité pour interpréter, pour exprimer, pour manifester ma vérité. Donc, ma mère également, par ces mots, je comprends que oui, en effet, elle est au courant, quelqu'un l'a informé du contenu de mon téléphone, mais malheureusement, c'était dans un sens qui était censé l'amener à prendre des distances vis-à-vis de moi. Le lendemain, finalement, je laisse là, je vais dormir. Ma copine me demande qu'est-ce qui s'est passé, tu étais où? Je lui dis non, c'est-à-dire je l'embrouille. Je n'en parle à personne, silence radio. Je fais toute la semaine. Tous ces jours-là, j'essaye d'avoir une vie normale. J'essaie même d'avoir une vie même plus normale que ce que j'en avais avant. J'appelle régulièrement ma petite sœur, tu fais quoi? Tu es où? Viens, on sort, viens, on tourne, viens me prendre, on se voit, viens. J'appelle tout le monde jusqu'à X heures pour essayer d'évacuer, de passer à autre chose, de faire comme si ça n'avait jamais existé. Parce que je ne peux pas vous mentir, je vous traduis le fond de ma pensée. Me retrouver dans une situation où c'est ma propre sœur qui me fait battre pour que je la craigne, c'est quelque chose d'hyper choquant. Et surtout par rapport à quoi? Parce que je venais revendiquer un acte encore dans ce sens qui était négatif. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? J'ai l'impression que ça a bugué. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Ok. Est-ce que vous m'entendez? Oui, il parle. Ok, d'accord, super. Merci. Donc, j'essaye de vivre pendant une semaine, passer à autre chose. Je prends même mes pieds, je reviens à Yaoundé. C'est-à-dire, je fonctionnais comme si je suivais mes sens. Si j'avais l'impression que je pouvais être à l'aise dans un environnement, alors je me levais aussitôt, j'essayais de partir. J'essayais vraiment de m'éloigner de cette réalité-là. Jusqu'à ce que je réalise en vérité que je ne peux pas vivre comme ça. Je ne peux pas, parce que je vois que ça m'empêche de vivre. C'est pour ça que je me dis, mais je ne peux pas m'empêcher de vivre parce que j'ai peur de mourir. Je ne peux pas. Et au point où les choses en sont, je suis exposé, je suis terriblement exposé. N'importe quoi peut m'arriver, peut-être même, je sais pas, n'importe quoi peut m'arriver et on ne saurait pas, on n'en saurait rien, on ne saurait pas, on ne saurait rien. Peut-être je suis même beaucoup plus exposé maintenant à des dommages physiques, à la mort, à tout ça, que je ne l'avais jamais été de toute ma vie. Peut-être je suis exposé, c'est comme ça que je quitte, je rentre à Yaoundé. Je décide alors de parler à ma mère. Mais quand je parle à ma mère, je lui fais un message et je lui dis vraiment, voilà ce que j'ai vécu par rapport à ta fille et tout. Moi, vraiment, je ne veux pas être l'épée par laquelle les gens vont venir couper la tête de ta fille. Donc, je vais essayer de vivre avec, je vais passer à autre chose. Ça, c'était vendredi soir. J'essaye de dormir cette nuit-là. Ça a été la nuit la plus horrible de ma vie, je pense. C'était une nuit horrible. Je n'ai pas pu dormir à tel point que je me suis levé avec une colère et une rage que non, je ne peux pas, je vais dénoncer. C'est trop lâche. C'est trop lâche ce que j'ai subi. C'est franchement trop lâche. J'ai des enfants. J'ai
je suis moi-même un jeune, on est en train de se... Je ne sais pas, je n'arrive pas à trouver véritablement un argument, à part la peur de mourir, qui me ferait garder ça pour moi. C'est comme ça que je prends dans mon téléphone. Quelqu'un... je prends dans mon téléphone et je me dis, bon, je vais écrire à un lanceur d'alerte. Je vais je recherche les lanceurs d'alerte que je connais, j'en retrouve, enfin, qui sont réguliers, j'en retrouve 2, je leur écris en assumant, je leur dis, voilà, je suis tel, j'ai vécu telle situation et tout, et je voudrais que ça soit dénoncé. Ils m'ont demandé les preuves, je leur ai envoyé quelques extraits audio qui permettent quand même de comprendre de quoi il s'agit. Je leur ai dit, c'est moi, c'est mon numéro et j'assume. Et de toute façon, je vais également mettre ça dans ma page. Donc, c'est ma réalité, c'est ma vie, c'est mon expérience que je veux partager et j'assume. Ils m'ont demandé de leur envoyer les preuves de tout ça. Je leur ai dit non, je ne peux pas parce que j'ai également porté plainte et ça peut déranger. Je m'intéresse au niveau de la dénonciation parce que peut-être quelque part, il y a des gens qui subissent ça. Ça, c'est ce que je me dis. Peut-être quelque part, il y a des gens, même pas peut-être, il y a certainement des gens qui subissent ça quelque part qui n'ont peut-être pas l'occasion ou bien n'ont pas eu la résolution que j'ai eue, c'est-à-dire cette énergie que j'ai eue là subitement que voilà, je vais dénoncer. Peut-être qu'ils n'ont pas. Bon, quand il me dit qu'il n'a pas eu, s'il n'a pas de preuves, il ne peut pas publier, je lui réponds que je comprends. C'est tout à fait normal, mais qu'il me comprenne aussi. Je ne peux pas lui donner plus. Néanmoins, il a toujours mon respect pour ce qu'il fait. C'est comme ça que je n'insiste pas. Je viens sur ma page et je publie. Je commence à publier. J'ai subi une arrestation dans la journée de lundi, le 15 avril, aux alentours de 14 heures, à tel niveau, alors que c'était parti pour un entretien avec ma soeur sur un problème familial. Quand j'ai publié ça, tout ça a alerté, tout le monde s'est alerté. On m'appelle, je reçois des appels, je reçois bref, tout le monde s'est alerté. Et quand on s'alerte, directement, il y a une page, un congrès, quelque chose et tout, qui publie un enregistrement audio de ma mère qui cause apparemment avec ma soeur et qui dit, mais non, moi, est-ce que j'ai déjà été frappé? C'est-à-dire j'ai encore doublement eu peur de ma soeur à ce moment-là. Je me suis dit, mais c'est quel pouvoir qu'elle a? Son pouvoir va jusqu'où? Qu'est-ce qui se passe? Je reprends maintenant ma conversation, mon audio, je publie. Je ne publie qu'une toute petite partie parce que si je publie tout l'audio, je n'aurai même plus besoin de m'exprimer. Absolument plus besoin de m'exprimer. Les concernés vont peut-être s'exprimer entre eux ou je ne sais pas. Je n'aurai plus besoin de m'exprimer. Je publie dans une partie de l'audio qui rapidement dément l'autre. Pourquoi je publie? Pourquoi je commence à publier les intimités? Parce que moi, jusque-là, je dénonçais. Et je m'attendais à ce qu'il y ait une réaction, mais en off, pas sur les réseaux sociaux, qu'il y ait une réaction et que je sois rassuré que, ok, ma procédure, elle est connue et elle est correcte et ce n'est pas ce que j'ai peut-être craint ou pensé là. Mais ça n'a pas été le cas. Quand j'ai publié l'audio contraire, sur les propres pages de ma sœur, elle a commencé à publier tout ce qui... C'est-à-dire, elle ne m'a pas appelé pour me demander, mais j'entends que tu étais là-bas, on t'a fait ceci. Non. Personne ne m'a appelé pour me dire, qu'est-ce qui s'est passé? Je lis que tu as fait ceci. C'est-à-dire, c'est à personne dans la famille que des... Bon, à part ma petite sœur, avec qui j'ai quand même parlé encore aussi, que des tierces personnes qui m'ont quand même demandé qu'est-ce qui s'est passé avant de commencer à se prononcer. Donc là, dans la foulée, ma sœur publie plein de messages négatifs. Je pense que vous connaissez, vous avez les captures. Plein de captures. Et je vois également mon petit frère qui publie également un truc comme quoi c'est faux, il n'a rien eu. Je suis à Douala, tu es à Yaoundé, je sais pas. Mais tu sais que je n'ai rien eu. Quoi qu'il en soit, je réalise la profondeur de quelque chose de très dangereux. C'est comme ça que, au fur et à mesure qu'on essaye de dire quelque chose de négatif sur moi, je publie l'évidence qui prouve le contraire. Je publie l'évidence qui prouve le contraire, jusqu'à ce que, en particulier hier, ce blogueur que j'avais essayé de contacter, parce que le début de son paragraphe est correct, mais tout le reste c'est une poésie, c'est comme on dit, arrangement. C'est un arrangement, c'est comme si voilà, on veut créer quelque chose et puis. Mais si on ne lit pas seulement le texte, mais qu'on commence à poser les questions à chaque truc que le texte dit, on va se trouver qu'on est quelque part on arrive dans un environnement insensé. Pourquoi est-ce qu'il veut menacer? Pourquoi est-ce que prise en charge? Mais qu'est-ce qu'il dit même d'abord qu'il a toujours été pris en charge? Est-ce que c'est ce que nos cerveaux ont toujours imaginé et qu'on a vu que bon, comme c'est le leader, tous ses frères sont pris en charge et il court sur, c'est elle qui, je sais pas, qui sont pris en charge.
est-ce qu'on a, l'expérience de moi que je suis un jet-setter, que je monte, je descends, je fais la fête, je bois le champagne, je bois le vin, je ne sais pas, quelqu'un qui aime la vie? Non. Est-ce qu'on a l'impression que je suis tout le temps chez ma sœur ou tout le temps chez quelqu'un de ma famille? Non. Donc, quand on lit, si vous réalisez ce joli poème que ce monsieur a écrit, peut-être il a fait son business d'abord par derrière, parce que quand tu as une information, je pense que c'est logique. Si tu as une information qui peut mettre à mal quelqu'un, tu peux t'entendre avec lui. Et si vous vous êtes entendu, si vous avez fait du business, tu vas aller faire semblant de dire quelque chose, mais qui ne l'éclabousse plus, mais c'est-à-dire tu vas te débarrasser en fait de ça, mais sans l'éclabousser, en essayant plutôt de l'arranger un peu. Peut-être c'est ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, les pièces de la voiture, que j'aurais fait quoi avec les pièces de la voiture, la seule transaction de véhicule qu'il y a eu entre ma sœur et moi, c'est un véhicule que j'avais acheté. Et j'avais acheté ça justement, c'était même sur un coup de tête, parce que le jour où on m'informe qu'elle vend ça et tout, c'était pas en très bon état. Je me suis dit, moi je vais mettre ça en location. Donc j'avais acheté le véhicule. La deuxième chose, c'est qu'on parlait de 50 millions. C'est que j'ai pris quoi, qui a fait quoi, 50 millions. Je suis sûr et certain que même les personnes, je sais pas, les grands derrière qui vous avez, peut-être ma sœur s'est révélée, ne font pas des levées de fonds de 50 millions pour leur petit frère. Donc je ne sais pas, je n'ai pas, j'ai survolé ça comme ça là. 50 millions, en tout cas le 50 millions là est injustifié, ça n'a pas de sens. Et je ne sais pas trop ce qu'il a encore dit après. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas m'attarder sur ces dits. Parce que comme je vous ai dit en début de vidéo, tout ça, c'est une campagne de décrédibilisation. Il faut me faire passer pour fou, il faut me faire passer pour mal intentionné, pour que je ne dise pas ce qui peut entacher, pour que je ne raconte pas réellement mon histoire, qui peut entacher quelqu'un. Heureusement, après tout ça, aujourd'hui, j'ai pu commencer mes auditions. Malgré que les derniers jours, j'évitais, je me cachais, j'évitais de prendre des appels, je ne communiquais que par WhatsApp. J'essayais vraiment de disparaître. J'attendais au commencer au moins les auditions, faire la déposition et que bon, maintenant, je peux marcher dehors. Si je meurs, les autorités savent que voilà où mon problème est venu. Et l'opinion publique sait également ce que j'ai dénoncé. Pas pour faire les problèmes à quelqu'un, pas pour mettre quelqu'un à mal, parce que ce n'est pas moi qui mets quelqu'un à mal. C'est quelqu'un qui a posé des actes ou un acte, et puis voilà, chacun assume ses actes à son niveau. Donc, je dénonce, je suis allé ce matin, donc j'ai passé toute la journée, j'ai fait ma déposition. Je ne vous détaille pas. Je n'étais pas seul, j'étais avec les deux accusés. Ils sont venus, on les a fait venir de la ville pour cette ouverture, pour nous entendre. Et heureusement, la suite de notre entente a conduit à l'ouverture d'une enquête approfondie. Sur tout ça, sur tout ce que j'ai cité, les différents acteurs, les intervenants, les témoins de loin, de près et tout. Et vraiment, j'y tiens. Je tiens à comprendre déjà, est-ce que c'est normal que je me sois fait battu? Est-ce que c'est normal qu'on me bastonne? 2, qu'est-ce qui justifie qu'on me bastonne avec ces outils-là? 3, à qui profitait le résultat de ma bastonnade, donc la crainte qu'on a voulu mettre dans moi, à qui est-ce que ça devait profiter? Parce que si c'est le commissaire Laté qui est le responsable, alors qu'il faut qu'il assume la responsabilité. Mais si le commissaire Laté l'a fait sous le mandat de quelqu'un, je voudrais remonter jusqu'à la personne et que la personne assume la responsabilité. Peu importe qui est cette personne, je dis peu importe qui est cette personne. Moi, je veux dénoncer et je voudrais que les choses se passent correctement et aillent jusqu'au bout. S'il vous plaît, je ne vous dis pas qu'il n'y aura pas de diffamation, il y a toujours, dans une situation comme celle-ci, surtout que vous savez qu'il y a des fans, vous savez également qu'il y a des personnes qui ont leur intérêt direct derrière les personnes qui sont mises en cause, je comprends, mais il y a ma vie, il y a ma santé, il y a ma crédibilité. Mes choses se sont empirées parce que jusque-là, mes problèmes même que j'avais déjà résolus et les personnes avec qui j'avais réussi à avoir comment je vais dire, une compassion que bon, ok, patiente, on va patienter, que tu relances ceci et on va faire. Lorsqu'ils ont vu, on a titré dans les réseaux sociaux que je suis un escroc et que les ceci et que les cela et que même la seule personne qui se serait toujours souciée de moi sur terre, je suis au point où je vais maintenant la tuer et que je me drogue pas, je le précise, et que je me drogue et que si et que ça, ces personnes ont remis totalement en doute ma crédibilité. Je ne peux plus leur dire quoi que ce soit. Je suis même arrivé au stade où quand je vais pour faire une réservation d'hôtel, parce que j'ai fait un déplacement hier, je vais y en venir pour faire une réservation d'hôtel,
On essaie, après on me regarde 2 fois, on me demande de payer d'abord. J'ai subi ça. Avant d'arriver aujourd'hui, je suis allé faire ma déposition. Il s'est passé quelque chose entre avant-hier soir et hier matin. Avant-hier matin, autant pour moi, avant-hier matin, je me suis fait appeler par ma grande sœur. Après que j'ai eu mes réactions sur les réseaux sociaux en clarification de la mauvaise communication que les autres avaient déjà commencé à faire sur moi, là, notamment cette page de Congossa là. Elle m'a appelé et je ne vais pas détailler notre conversation, je vais l'expliquer. Elle m'a appelé, j'ai vu qu'elle a essayé de m'appeler plusieurs fois, elle a même fait des messages qu'elle a encore supprimés, elle a essayé de m'appeler pendant toute la nuit, le matin finalement elle m'appelle et elle me dit, elle veut parler avec moi en fait, on se met à parler, mais sauf que quand on parle, il y a 3 choses qui ressortent. La première chose, c'est que elle commence à tirer sur tout le monde, vouloir me faire croire que c'est maman, c'est elle, c'est ma petite soeur, c'est mon petit frère, ce sont ses ennemis, c'est tout le monde qui ont chargé son imagination et tout ce que ça comporte, comme quoi je veux en découdre avec elle, je veux la tuer, je la déteste. Bon, moi, ça ne me prend plus, parce que je connais déjà le personnage, ça ne me prend plus. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a fait en sorte que tu me vois, ou bien que ce n'est même pas que tu m'as vu comme ça, ce n'est pas ça, c'est que c'était un rappel de force, point barre. Donc, ça ne me prend plus. Elle a utilisé elle a beaucoup parlé, elle parlait beaucoup plus par rapport à moi. Quand j'essaie de parler, mais tout fait parler beaucoup. Bon, je savais qu'elle m'enregistrait et je lui ai dit que moi également j'enregistre notre conversation. Donc, on parle ouvertement. Finalement, elle a tenté elle a mentionné un arrangement qu'on trouve, il faut qu'on s'accorde et on trouve comment sortir du problème. Je lui ai dit, moi je suis d'accord. Parce que déjà, je ne suis pas quelqu'un des médias, je ne veux pas les problèmes, j'ai déjà assez de problèmes comme ça et tout que je gère. Et les problèmes ne sont pas bien, notamment pour toi, notamment pour qui que ce soit. Mais il faut que vous compreniez que j'ai véritablement subi ces sévices là-bas et que ce type doit répondre de ses actes. On parle et après, on se rejoint que bon voilà, pour qu'on ait donc une bonne conversation sur comment est-ce qu'on peut s'arranger. Il fallait que je me déplace. Comme elle n'est pas à côté, comme on ne peut pas se voir, je me déplace, je vais dans un endroit inhabituel, mais qui est sécurisé, où je peux m'exprimer sans crainte de quoi que ce soit et que sans qu'elle aussi ne craigne quoi que ce soit. Chose que j'ai faite. J'ai fait le déplacement, je me suis déplacé, je suis allé dans un hôtel et on a passé toute la nuit à parler. Mais je suis déçu, sauf que quand je parle, on a passé toute la nuit à parler par téléphone. Mais je suis déçu. Sauf que je suis déçu parce que quand on parle, je me rends compte que elle veut m'amener à venir dit dans les réseaux sociaux qu'elle n'a pas posé tel acte et arranger son image avec une approche vraiment qui minimise mon intelligence. Je prends quand même sur moi, j'essaie de lui faire comprendre qu'écoute, la situation est très compliquée. La situation est très compliquée. Il ne faut pas seulement regarder ça. Il faut prendre le problème dans tout son ensemble. On ne peut pas le résoudre en partie. On doit l'arrêter et sortir de là. Maintenant, moi, à mon niveau, j'ai été menacé et avec mes réalités que tu connais, voilà, je suis entre 2 villes, je ne suis pas très stable. J'ai déjà d'abord des personnes qui ont été, avec qui la confiance a été un peu écorchée, même si elles m'ont encore accordé un minimum de reste de confiance. J'ai tout ça qui s'implique et je me retrouve menacé de mort. Je l'ai pris plein d'arguments pour lui expliquer, pour lui faire comprendre ma situation. Elle a compris ou elle a fait mine de comprendre, mais au final, on n'a pas trouvé un accord parce que moi, ma démarche était que, vu qu'elle est impliquée, même si ce n'est pas elle qui a, ou même si c'est elle, je ne sais pas, ça c'est l'enquête qui va dire, vu qu'elle est impliquée dans ce que j'ai vécu et que les conséquences de ce que j'ai vécu rejaillissent sur tout le monde, elle peut être un acteur dans la démarche de la résolution de tout ça. Elle peut être un acteur dans la démarche de la résolution de tout ça, mais elle s'est positionnée comme acteur dans la démarche de la résolution de son image dans les réseaux sociaux. Dans son image, on n'a pas pu s'accorder. Et donc, aujourd'hui, je suis allé donc à mon entretien le matin. J'ai passé toute la journée, etc. Et donc, voilà, il fallait que je fasse cette vidéo pour aller un peu loin. J'espère que je n'aurai pas besoin, avec d'autres choses sales ou qu'on pourrait dire sur moi, je n'aurai pas besoin d'aller encore très loin derrière dans ma vie.
permettez-moi s'il vous plaît, avant de conclure, en conclusion, pardon, permettez-moi s'il vous plaît, en conclusion, de vous repréciser le contexte. Je ne fais une sortie médiatique, je fais la sortie médiatique d'abord en premier pour dénoncer. Quand on lance une campagne pour salir mon image et donc remettre ma parole, enfin anéantir ma parole, je me sens obligé de prouver. C'est pour ça que je prouve dans les médias. Après, on intensifie la campagne et maintenant on sort du contexte. On veut faire croire que la grande sœur a voulu se ranger et se marier et changer de religion, enfin, et prendre une religion et que la famille accrochée à sa poche s'en veut parce qu'on veut la laisser toujours on voudrait qu'elle reste dans une situation où elle va, non, je n'arrive même pas à dire ça. Même si avec tout ce qui s'est passé, je suis étonné de la réaction de ma mère, je n'arrive pas à laisser qu'on puisse la salir comme ça, que c'est une mère qui envoie sa fille, fait quoi. Et ce monsieur qui s'est permis de dire que, je crois qu'il a posé une question à un moment, quand on évoque le nom de Nathalie, vous pensez à quoi? Donc, il est parti d'un argument péjoratif pour la qualifier, pour conclure que c'est une grâce et une bénédiction pour elle d'avoir quelqu'un. Moi, ma réponse à ça, c'est que c'est non. La manière dont lui, il la voit, c'est son foutu problème. Nous, on la voit comme on l'a toujours vu, et comme j'ai toujours vu mes frères et ma sœur et tout le monde. C'est un bijou. C'est un bijou qu'il faut seulement qu'il soit entre de bonnes mains pour être révélé. C'est tout, c'est la vérité. Et on ne va pas, on n'a jamais eu la culture d'accepter une réalité, d'aller dans un mariage parce que on se dit que si on ne fait pas ça, on n'aura pas le choix. Je sais pas, je préfère être terre à terre. Je ne la vois pas être dans une démarche que, comme c'est l'homme qui est venu pour l'épouser, alors on devait lui rendre grâce et le bénir et tout. Non, on bénit leur union, on bénit leur mariage. On ne rend pas grâce à l'homme parce qu'il est venu. Non, ce n'est pas une grâce qu'il nous fait. Ça n'a même aucun impact sur nous. On ne peut que bénir leur union parce qu'on les voit bien. Ça, c'est ma réponse à ce que ce monsieur a dit. Il a également dit que présenter la situation comme quoi nous sommes, moi en particulier, moi qui suis le chef bandit, le diable le plus détestable de la terre du Cameroun, etc. Comme j'ai tout perdu et comme je ne peux plus me relever, maintenant je m'accroche à ma sœur et j'essaie de lui faire du chantage, etc. Non. Je pense que, je vais vous dire ça, mais ça n'aura pas d'impact parce qu'ils ne sont pas là, ils ne vont pas dire oui, j'étais là, j'étais mal. Mais je vais quand même me permettre de le dire. Je pense que ceux qui m'ont côtoyé dans tout mon parcours, que ce soit en entreprise ou partout, ont toujours su que je suis un bosseur. Je ne triche pas. Je suis un bosseur et je sais partir de tout petit comme ça pour évoluer. Donc, chuter, ce n'est pas la première fois que je chute. Chuter, c'est une expérience, j'apprends. Mais ce qui est plus important, ce qui est plus difficile, c'est de me relever. Et c'est ça que je fais et que j'y arrive. Et je suis sûr que j'y arriverai. Vous avez mon nom dans les réseaux sociaux. Que Dieu me prête vie, vous l'aurez. Dans un autre contexte, vous aurez toujours mon nom. Je connais mon cœur, je connais mes projets, je connais ma force. Les décisions de choix de vie des uns et des autres n'ont jamais été la raison de tout ceci. Jamais. La raison est très simple. Je la donne, je l'assume. La raison est très simple. Ma grande sœur a posé un mauvais acte. Elle est restée braquée dans sa posture, malgré le temps, malgré tout, malgré qu'il s'agissait de sa mère. Je suis venu pour lui dire, va voir ta mère arrangée. Elle s'est sentie peut-être challengée par un microbe. Et donc, elle me fait arrêter. Tout ce qu'elle dit, même à elle, je lui dis, tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle me fait croire que c'est elle qui a dit, que c'est elle qui lui a fait comprendre que je marche avec des bandits et tout, je sais pas trop quoi là. Je n'y crois pas. Et ça ne peut plus m'embrouiller. Ça ne peut absolument plus m'embrouiller. Nous sommes des adultes. Posons des actes et assumons-les. Le dernier petit chapitre de ma conclusion que je vais aborder, c'est par rapport à mon expérience négative des 2 dernières années. Je juge sur ma vie, comme je l'ai toujours fait. Je juge sur ma vie. Que des personnes avec qui j'étais dans tous ces engagements, ce sont des personnes que je voyais comme début. C'était une opportunité immense et je le pense toujours. Imaginez-vous avoir un effectif de plusieurs personnes qui ont le même train de vie, le même quotidien. Ce sont tous des jeunes entrepreneurs et qui arrivent à organiser leurs finances communes, à unir leurs finances individuelles comme ça, de manière à ce que, à des périodes, ça puisse servir à l'un ou à l'autre. C'est quelque chose de génial et que moi j'encourage. Et vraiment, je le dis, dès que je vais finir, dès que je vais me relancer, que mes activités seront plus stables, je vais me remettre encore dans les tontines parce que
face aux banques, face à certaines banques, c'est difficile pour nous de trouver des accompagnements, c'est difficile pour nous de planifier un projet. Mais avec les tontines et tout, c'est possible. Et c'est comme ça que je les voyais. C'était ça ma vision. J'étais même au stade où, lorsque je vais finir, je vais nous rassembler et on va souvent se donner mutuellement la force. C'est-à-dire vraiment garder cette petite famille très importante là pour le monde entrepreneurial. C'était ça. Je présente mes sincères excuses encore à ceux qui ont été blessés par ma négligence ou bien par un acte que j'ai posé. Je présente mes sincères excuses. J'ai toujours assumé les actes que j'ai posés et j'ai toujours refusé d'assumer ce qui n'était pas de mon ressort. Toujours. Pour le reste, je continue ma campagne, je continue ma dénonciation et je suis confiant et rassuré, surtout avec ce que j'ai vu aujourd'hui. Pas que j'aurai gain de cause à la fin ou pas, parce que ça, c'est la justice qui va décider en fonction des éléments qu'elle aura certainement. Mais je suis confiant et rassuré de savoir que les institutions ici, ça fonctionne. Les institutions fonctionnent véritablement. Vous allez voir un bourreau qui, lorsqu'il est dans son cabinet, il est vraiment un bourreau en tout puissant. Mais quand il arrive devant ses employeurs qui veulent le mettre à nu sur une réalité, il devient tout petit comme ça. Je ne dis pas qu'il a fait une démarche vis-à-vis de moi qui est devenu tout petit, mais j'ai lu et je sais que ça fonctionne. Donc, je suis disponible pour l'enquête. Et si c'est permis, je vais me renseigner encore, mais si c'est permis et que c'est possible, je vais souvent vous en partager l'évolution. Merci pour votre attention et pour ceux qui ont voulu comprendre ce qui se passe. J'espère quand même que vous avez compris. Je prends juste une petite minute pour vous demander et voir vous répondre. Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce qu'il y a des zones d'ombre? Est-ce que vous m'avez compris? Moi, je te crois. Oui, il faut me croire. C'est la vérité que je dis. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Bon, je vous laisse reprendre vos vies et je continue d'aller me battre pour ce en quoi je crois. Merci encore. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.